Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, le forum de l'investissement en Afrique. L'Afrique, ce continent où nous observons une urbanisation galopante correspondant à son dynamisme démographique, a plus que jamais besoin d'investissements massifs dans de nombreux secteurs, alors que l'année 2018 a été marquée par une hausse des engagements en faveur des infrastructures en Afrique. Cette édition de l'Africa Invest Forum, qui s'est tenue du 11 au 13 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, a réuni plus de 2000 participants venus de 109 pays, dont 48 d'Afrique, autour de 56 transactions. Des investisseurs africains, européens et américains se sont retrouvés alors durant ces 3 jours pour échanger sur le thème Destination Afrique, s'appuyer sur les investisseurs institutionnels. Un panel d'investisseurs préconise d'ailleurs à cette occasion de construire une confiance mutuelle pour attirer les capitaux en Afrique. Quelles sont les voies et moyens d'y parvenir? Comment changer le regard des investisseurs, de nouveaux investisseurs si vous voulez, sur le continent? Et bien, pour en parler, 2 invités avec moi sur ce plateau. Demba Moussa Dembélé. Bonjour Demba. Bonjour M. Diallo. Alors, vous êtes le président de l'ARCAD. L'ARCAD, c'est l'Africaine de recherche et coopération pour l'appui au développement endogène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, il est le directeur de publication de emedia.sn, également spécialiste des questions économiques. Mamadou, merci d'avoir été, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi, Abdoulaye, merci. Alors, on va commencer avec Demba Moussa Dembélé. Comment d'abord appréciez-vous cette initiative de la Banque africaine de développement et de ses partenaires, la deuxième du genre? Je veux parler du forum Invest Africa, le forum plutôt Invest Africa, tenu du 11 au 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud, un forum qui a réuni beaucoup de participants de tous les coins du monde. Comment appréciez-vous cette initiative? Merci M. Diallo. Je salue au passage M. Ndiaye, un plaisir de partager le plateau avec lui. Je pense que c'est une très bonne chose. Quand les Africains eux-mêmes essaient de se mobiliser au service de leur continent, c'est toujours une très bonne chose. Et je pense que cette initiative de la Banque africaine de développement va dans ce sens. Essayer de mobiliser des investisseurs, à la fois publics et privés, pour porter un autre regard sur le continent africain. Et je crois que c'est là d'ailleurs le but de ce forum, c'est essayer de changer la façon dont les investisseurs perçoivent le continent africain. Mais il faudrait que les Africains, d'abord eux-mêmes, changent de regard sur leur propre continent. Et je crois que c'est ça que le président de la Banque africaine de développement essaie de promouvoir avec ce forum. Vous l'avez dit, ça devient un forum quand même qui attire énormément de monde, plus de 2200 personnes même pour le dire, 109 pays, dont 60 pays en dehors de l'Afrique, et des investisseurs institutionnels venus des États-Unis, d'Europe, des institutions, la Banque européenne d'investissement, des banques arabes. Et je pense que c'est quand même, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une dynamique qui se crée à travers ce forum. Et nous ne pouvons que souhaiter que ce forum dure et qu'il ait davantage de succès. La dynamique qui se crée, vous avez également parlé de perception que se font les investisseurs étrangers sur le continent, comment changer ce nouveau regard, on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est constant et réel, Mamadou Ndiaye, le continent africain offre de multiples opportunités de développement. Alors, les investisseurs, c'est vrai que le Chine encore, quoi qu'on dise, ou hésitent à venir en masse en Afrique pour y investir. Mais pourquoi ou qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour attirer les capitaux en Afrique? Beaucoup et de façon tout à fait organisée ce qu'il faudra faire. D'abord, je salue donc notre ami Demba. C'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Il y a de moins en moins de réticence à venir en Afrique. Et les investisseurs se parlent entre eux. Ça, il faut
ils ont des canaux de communication qui sont autres que ceux même organisés justement par les institutions panafricaines. Ça, il faut d'abord se pénétrer de cette idée. La deuxième remarque, c'est que ils ont de plus en plus d'informations saines, d'informations utiles, mais d'informations plus prononcées sur l'Afrique également. Et ils sont également à l'affût des dynamiques qui sont en cours sur le continent. Si bien que donc les investisseurs, qu'on leur donne l'information ou qu'on ne leur donne pas, ils ont les filières par lesquelles l'information remonte à eux. Il y a 2 rapports qui ont récemment, j'aime pas le mot rapport, mais c'est 2 working papers qui ont été sortis justement par des instituts pour montrer que, 1, l'Afrique restaure une confiance vis-à-vis de la communauté étrangère, la communauté internationale, et puis 2, les opportunités commencent maintenant à être beaucoup plus nettes. Alors sur ces 2 facteurs-là, les questions de maladies qui étaient évoquées partout pour expliquer les raisons pour lesquelles justement les gens ne venaient pas, cette question de maladie, elle est devenue aujourd'hui une préoccupation résiduelle. Mais les opportunités d'investissement donc prennent un peu plus d'espace, un peu plus d'aisance, et ensuite les investisseurs commencent maintenant à avoir justement des rapports de notification par rapport à l'Afrique. Et le troisième élément, qui est un élément déterminant aussi, c'est que l'Afrique, qui autrefois était perçue comme un continent émietté en plusieurs pays, en plusieurs langues, en plusieurs communautés, donc en instabilité permanente, les investisseurs ou la communauté des investisseurs commencent maintenant à appréhender le continent comme un vaste marché, un large espace d'évolution. Regardez, il fut des temps où peut-être la Banque africaine de développement, pour essayer d'attirer les investisseurs, allait organiser justement ces réunions et ces sessions en dehors du continent. Et nous, qui étions journalistes en exercice à un moment donné, nous approchions justement les patrons de la Banque africaine de développement pour leur dire, mais nous ne comprenons pas que pour vendre l'Afrique, que vous alliez en dehors de l'Afrique. C'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. Attirer les investisseurs sur le continent africain, fût-ce des capitales plus ou moins organisées, mais c'est là qu'il fallait peut-être au moins organiser les choses. Donc, l'Afrique n'est plus perçue justement comme un émiettement de pays, mais plutôt comme des régions plus ou moins homogènes, où il y a la possibilité d'investir et de voir un marché plus conséquent. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest avec peut-être ses 160 ou 180 millions d'habitants, l'Afrique de l'Est avec ses plus de 260 millions d'habitants. Et donc, quand on regarde cela et qu'on regarde également l'agenda 2063 de l'Union africaine qui dit qu'il faut instaurer des infrastructures panafricaines, eh bien, on a là la clé de perception des investisseurs par rapport au continent africain. Alors, Demba Moussa, si le président de la BAD qui est donc initiatrice de cette rencontre, s'il estime qu'il faut construire une confiance mutuelle entre les pays africains, les investisseurs étrangers notamment, ça veut dire qu'il y a une question de confiance qui s'oppose. Alors, comment finalement arriver à construire cette confiance mutuelle, ne serait-ce que pour changer la façon dont les investisseurs étrangers perçoivent le continent africain? Oui, vous savez très bien que quand il s'agit d'argent, surtout d'investissement, il y a un problème de confiance. Il faut avoir confiance dans le pays où vous investissez, dans les institutions de ce pays. Alors aujourd'hui, comme l'a dit M. Ndiaye, l'Afrique, l'image de l'Afrique commence à changer. D'abord les entités. Vous avez parlé des entités au niveau régional, mais au niveau continental aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale, qui essaie de construire un marché au niveau du continent et que les investisseurs perçoivent comme une avancée majeure dans le développement du continent. Et ensuite, la manière dont l'Afrique est gérée aujourd'hui, ce qu'on appelle la gouvernance. Je crois que quand même, par-ci, par-là, nous voyons des améliorations, nous voyons des progrès au niveau de certains pays. Et ça donne confiance aux investisseurs, même s'il y a encore quelques brebis galeuses, entre guillemets. Et je crois que les progrès, quand même, on les note un peu partout, que ce soit en Afrique du Nord, bien sûr, avec le Maroc, même en Afrique centrale, un peu avec ce qui se passe, les efforts qui sont faits pour le Cameroun, même un peu le Tchad, malgré les guerres contre Boko Haram et tout ça, il y a quand même des efforts qui sont faits. Et bien sûr, l'Afrique de l'Ouest, chez nous, où, à part peut-être la déstabilisation des djihadistes dont le forum vient de se tenir à Dakar, je crois qu'il y a des efforts quand même qui sont faits pour
ficeler des projets avec ces taux de croissance de 6-7%, ça attire les investisseurs. Donc il y a des progrès qui sont faits pour mieux gérer nos économies et surtout pour, au niveau réglementaire, donner la confiance aux investisseurs que si vous venez ici, vos investissements seront sécurisés et nous sommes capables de faire respecter les contrats. Parce que c'est là où le bas blesse. Il est suffisant seulement de dire aux investisseurs, il faut poser, à mon avis, des actes allant dans ce sens. Alors, juste pour vous dire, et qu'en est-il de l'environnement des affaires qui est censé donc convaincre les investisseurs étrangers? Oui, je prends l'exemple du Sénégal qui dit qu'il a fait des bons dans le doing business de la Banque mondiale, qui un peu est le baromètre pour ce qui concerne beaucoup de pays africains. Mais il y a des réformes qui sont faites sur le plan juridique même pour sécuriser les contrats. Au niveau administratif, toute la bureaucratie tatillonne, les gens essaient de faire des efforts pour que, par exemple, aujourd'hui on nous dit, je crois que quelqu'un peut créer une entreprise, je ne sais pas en combien d'heures, même plus en nombre de jours. Et je crois que c'est tout ça qui fait que les investisseurs voient des actes qui sont posés par les gouvernements. Et ce sont ces actes qui sont consolidés par l'assistance de certaines institutions, comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale elle-même, et les autres partenaires, comme on dit, au développement, l'Union européenne et autres. Et je crois que c'est tout ça qui fait que ça crée une dynamique positive sur la perception du continent africain. Alors, Mamadou Ndiaye, s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est presque d'accord, c'est celle de la croissance économique en Afrique, qui est une réalité. Alors, les obstacles finalement à relever, qui se dressent en face à relever, pour notamment qu'on ne puisse plus parler ces genres de rencontres, ne serait-ce que pour essayer de convaincre les investisseurs. Oui, les investisseurs sont convaincus que s'il y a un environnement assaini, ils viennent. Mais eux-mêmes peuvent contribuer à mieux assainir justement ces environnements dans lesquels ils veulent intervenir ultérieurement. Donc ils peuvent avoir des leviers d'influence. Comment ça je veux dire, ces leviers d'influence, Demba a parlé justement de doing business, encore que doing business est très limité du point de vue justement de la perception des attentes du secteur privé. Parce que la Banque mondiale est une institution publique de coopération multilatérale, alors que les investisseurs privés sont focusés sur des niches, sur des segments et aussi peut-être bon sur des opportunités. Donc eux, en regardant peut-être bon l'évolution du marché, ils peuvent peut-être bon appréhender, n'est-ce pas, les niveaux d'investissement et peut-être aussi les environnements d'affaires dans certains pays. Ça, c'est un aspect. Mais le second, c'est qu'il leur revient également de voir dans quelle mesure une confiance peut s'établir. Quand vous regardez peut-être au niveau du leadership africain, dans les 10 dernières années, il y a eu au moins une certaine transition démocratique qui a fait émerger un certain leadership qui est arrivé au pouvoir. Mais mieux, dans les 10 prochaines années encore, il y a de nouveaux leaders qui vont arriver à la tête de certains États. Parce qu'au moins, un pays comme le Niger, son président a dit « je m'arrête à mes 2 mandats ». C'est déjà un signal très fort qu'aujourd'hui, il y a un esprit qui s'empare des chefs d'État pour dire « je sais pouvoir m'arrêter ». Et ensuite transmettre maintenant le pouvoir à qui le peuple du pays pourra choisir. C'est important que peut-être le président nigérien ait eu à donner justement ce signal-là, et il est très très fort. Mais ayant fréquenté un peu le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pendant au moins une vingtaine d'années, je vois émerger un certain nombre de leaders qui étaient dans l'antichambre justement des pouvoirs des présidents qui aujourd'hui ont 75 ans, 80 ans, donc qui sont effectivement sur une fin de cycle. Par conséquent, ces leaders-là, quand ils arrivent, ils ont une autre lecture de l'Afrique. Et puis ensuite, à force de se fréquenter dans les instances internationales, ils créent des affinités qui leur permettent d'avoir des lectures homogènes, des lectures plus communes, n'est-ce pas, de ce qu'il faut en Afrique, et en même temps de ne plus justement compartimenter l'économie africaine. Mais ils parlent maintenant en perspective plus large, et l'élément de confiance, il est très important. Parce que la confiance est une donnée immatérielle, mais qui permet justement à un investisseur, à un pays et à un leadership de pouvoir peut-être, bon, à la limite, de trouver
des plages de convergence qui leur permettent de se dire, mais tiens, non seulement il y a une opportunité, mais nous faisons des efforts également pour sécuriser justement vos investissements. Et mieux, vous pouvez rapatrier vos bénéfices sur la base justement des ententes qui ont été préalablement établies. Donc, dans un certain sens, effectivement, le continent africain est en train de bouger. Il y a des dynamiques qui sont en train de s'enclencher. Et ça, il ne faudrait pas... Je donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, se tient à Berlin, en Allemagne, un forum sous l'égide effectivement d'Angela Merkel, qui à 3 reprises est venue en Afrique. Mais ça n'est pas rien que Angela Merkel se déplace maintenant en Afrique. Autrement, l'Allemagne avait comme zone d'influence les pays de l'Est. Mais les pays de l'Est sont moins attractifs maintenant en raison effectivement des troubles et des instabilités qui prévalent. Et l'Afrique maintenant commence à devenir un point de perception et un point d'intérêt justement pour l'Allemagne. L'Allemagne dit 2 choses. L'Allemagne dit, nous pouvons investir en Afrique parce qu'il y a possibilité et il y a opportunité d'investir en Afrique. Mais mieux, parce qu'elle a le souci justement d'endiguer le flux migratoire, l'Allemagne dit, mais si nous investissons davantage en Afrique, nous créons des emplois et nous stabilisons les pays africains. Et du coup, des revenus se créent, une classe moyenne se forge, et puis ensuite les gens ont maintenant la possibilité de forger leur propre destin sur leur propre continent. Et ça arrête le flux migratoire, ça permet donc aux 2 pays d'être dans des rapports win-win. Et je crois que ce rapport-là, la lecture qu'en a fait effectivement l'Allemagne a aujourd'hui influencé le Japon, influencé la Turquie, influencé le Brésil, influencé un certain nombre de pays qui eux également se disent, mais véritablement, si nous voulons stabiliser le monde, si nous voulons peut-être réduire donc comment on appelle ça, l'espace d'évolution des foyers et des mouvements djihadistes, la seule possibilité, c'est de freiner l'expansion du djihadisme dans les zones de misère. Parce qu'en vérité aussi, les djihadistes trouvent des échos dans ces poches où il y a de la misère et où il y a effectivement de la pauvreté grandissante. Alors, Demba, pour rebondir sur ce que Mamadou Ndiaye vient de dire, c'est vrai qu'on a parlé de la Russie qui a son sommet avec l'Afrique, la Chine également, la Turquie et l'Allemagne et la France. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, nécessité également de promouvoir les investissements intra-régionaux, surtout sur le continent? Oui, non, mais évidemment. Vous savez, je crois que la zone de libre-échange, à mon avis, elle ne peut être viable qu'à 2 conditions. La première, c'est qu'elle soit une zone d'investissement, surtout entre pays africains. On a déjà le Maroc qui a beaucoup investi dans pas mal de pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Et je crois que la zone de libre-échange va booster davantage des investissements entre pays africains. Je vous dis déjà, des rapports de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement dit que pour un certain nombre de pays africains, dont le Mozambique, le Togo, la Namibie, pardon, le Togo, 70% des investissements directs viennent d'autres pays du Sud, notamment des pays d'Afrique. C'est pour dire que donc il y a cette dynamique-là qui est enclenchée. Et je crois que la zone de libre-échange va renforcer cela. Ensuite, il y a le Sud-Sud. Parce que la coopération Sud-Sud, aujourd'hui, c'est un des éléments des relations internationales. C'est un des éléments clés des relations internationales. Et la coopération Sud-Sud, aujourd'hui, encore la CNUSED, dit que les investissements venant du Sud représentent 30 à 45% des investissements dans le monde, c'est pour vous dire. Et que la plupart de ces investissements vont dans d'autres pays du Sud. Par conséquent, je crois que donc, les Africains, en tout cas ceux qui ont de l'argent, je vois Dangote qui vient investir au Sénégal, peut-être au Mali ou au Bénin. Et le Melou, récemment, voilà, qui est venu à Dakar. Voilà, exactement. Donc ça va attirer, surtout quand ils voient cette dynamique, que d'autres viennent investir en Afrique, ils se disent, mais tiens, notre continent nous offre des opportunités, mais avant d'aller ailleurs, mais il faut d'abord rester à la maison. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour rajouter juste Abdoulaye, vous savez qu'il y avait au Nigeria un président qui s'appelait Sani Abacha. Et je crois que, d'après en tout cas les investigations, il avait un bas de laine extrêmement important qu'il a fait garder en Suisse, de l'ordre de 3 ou 4 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Alors maintenant, les gens disent, pourquoi ne pas peut-être convoquer l'histoire
des États-Unis où pendant la période justement de la prohibition, il y a eu effectivement des Américains également qui se sont mis en dehors de la loi pour s'enrichir. Ouais. Et après, les Américains, pour être dans le réalisme, on dit, mais si nous laissons ces Américains-là et nous ne les séduisons pas pour qu'ils reviennent avec l'argent volé, ils ne pourront pas réinvestir dans le pays. Et donc, ils ont établi justement des passerelles de confiance qui ont permis à ces Américains indélicats de rapatrier leurs biens. Et puis ensuite, ils ont été protégés par la loi fédérale. Ils ont été protégés par la loi fédérale donc pour réinvestir dans le pays. Et du coup, donc, le décollage, je ne vous raconte pas. Mais en Afrique aussi, je pense que si on donne des gages d'assurance à un certain nombre d'Africains, je ne dis pas peut-être qu'il faut déculpabiliser ceux qui ont évolué en marge de la loi. Mais je dis simplement que peut-être, ces biens qui ont été spoliés, quand ils reviennent en Afrique, ils peuvent peut-être aussi participer au décollage. Parce que simplement, en restaurant la confiance, ça permet à ces gens de dire, mais moi, mon argent, il dort dans les banques suisses, je n'ai même pas possibilité ou de jouir, ou peut-être bon d'investir, ou alors peut-être bon de voir comment je peux fructifier cela. Mais en Afrique, il y a non seulement des opportunités, mais il y a des besoins énormes. Et donc ces gens, en revenant parce qu'ils sont rassurés, ils permettraient effectivement de réinjecter justement ces capitaux-là. Et du coup, quand eux, Africains, commencent à investir, Demba a cité effectivement un certain nombre d'individualités marquantes, Dangote, Elimelou, et puis peut-être le jeune Akon, qui a également investi dans l'énergie. Et c'est des milliards et des milliards. Donc tout ça, ça montre qu'effectivement, non seulement ces opportunités-là sont à saisir, mais en même temps aussi, il faut donner un signal aux Africains pour qu'ils restent en Afrique et qu'ils investissent sur le continent. Alors, vous avez parlé d'Akon qui a investi dans l'énergie et tant d'autres. Dans quel secteur, finalement, faudra-t-il investir d'abord en Afrique? Parce qu'on parle d'investissement étrangers, des Africains qui reviennent investir sur le continent. Les secteurs prioritaires dans lesquels il faudra d'abord investir en Afrique? À mon sens, l'énergie d'abord. L'énergie, parce qu'il faut donner de la lumière donc aux gens, il faut éclairer, et ensuite, quand l'énergie arrive, il y a aussi peut-être les infrastructures qui, en se complétant, donnent également maintenant un maillage du continent. Ça permet une évolution, une mobilité extraordinaire. Parce que quelqu'un qui est chez lui, il ne voit pas immédiatement les opportunités qu'il y a chez lui. Mais dès qu'il se déplace à un autre endroit, il voit des opportunités. Et inversement, quand un autre vient ici, regardez les jeunes Nigérians. Quand ils arrivent à Dakar, ils trouvent énormément d'opportunités que les jeunes Dakarois ne saisissaient pas. Mais eux, ils investissent ce créneau. Or, quand vous déplacez les Dakarois vers Ouagadougou ou bien vers Lagos ou Abuja, vous les voyez également, eux, investir des créneaux que les Nigérians qui les ont quittés n'avaient pas vus. Donc cette dynamique de création, cette dynamique démographique qui permet aux gens de bouger parce qu'effectivement l'espace économique devient plus homogène et plus grand, plus conséquent, ça permet donc à tous ces jeunes Africains donc l'infrastructure c'est très très important et il y a des gains de temps. Il y a des possibilités donc de décloisonner donc des zones qui étaient hier enclavées, mais en même temps avec l'électricité également ça permet, comme disait Lénine, donc de donner la lumière à tout le monde et ça éclaire Mais maintenant tout vient après ces deux infrastructures là. Je pense que mon ami Demba pourrait. Absolument. Après ces deux infrastructures, il y a la nécessité de construire des capacités de production pour transformer nos matières premières sur place. L'industrialisation en quelque sorte. L'industrialisation. Parce que l'industrialisation, tout le monde, d'ailleurs, c'est un des agendas clés de l'Afrique 2063, l'industrialisation du continent. Et d'ailleurs, la CEA, pendant le passage de Lopez, tous les derniers rapports de la CEA ont insisté sur la nécessité d'utiliser les matières premières du continent pour l'industrialiser. Et aujourd'hui, tout le monde, et d'ailleurs même la Banque africaine de développement, parle de la nécessité de construire des infrastructures, des usines pour transformer. Par exemple, au Nigeria, comment se fait-il qu'un pays grand producteur de pétrole, qu'il y ait des pénuries d'essence? Ce n'est pas du tout normal. Et je vois, par exemple, pendant ce forum, le Ghana a sécurisé 600 millions de dollars pour sa filière cacao, pour transformer, pour essayer de construire des infrastructures au niveau de la filière cacao. Le Mozambique, qui a levé le plus grand, qui a signé le plus grand deal avec 24 millions et demi de dollars pour la filière gaz pour développer son gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié. Donc ça rejoint le secteur de l'énergie dont parlait M. Ndiaye. Donc les infrastructures, l'énergie et les capacités de production, moi je crois que ce sont les trois piliers pour investir aujourd'hui en Afrique. Et d'ailleurs le forum a dit,
il faut nécessairement, je pense que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a certifié effectivement ce chiffre, qu'il faut annuellement investir dans l'ordre de 300 à 500 milliards de francs CFA justement par an en Afrique. Mais l'ossature et la base fondamentale, c'est justement l'énergie. Merci donc messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Demba Moussa Dembe, le président de l'ARCAD, l'ARCAD, l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, c'est bien cela. Avec nous également Mamadou Ndiaye, il est donc directeur de publication du site emedia.sn, également journaliste spécialiste des questions économiques. Merci messieurs donc d'être venus sur ce plateau de Médian TV Afrique. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.